Et je laisse maintenant la parole à Stéphane Maviel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup Isabelle pour l'invitation. Merci aussi aux personnes qui ont parlé avant moi. Quand Isabelle, tu m'as contacté pour participer à ce temps, au départ, j'étais pas très emballé. Peut-être que tu l'as senti parce que voilà, la situation est un peu particulière et donc on se demande toujours si on a quelque chose à dire, si c'est le moment de dire quelque chose. Et puis au départ, tu es venu vers moi en me disant, oh, tu pourrais présenter tes travaux. Et puis je t'ai répondu, oh, encore présenter mes travaux. Normalement, certains doivent déjà les connaître, donc il n'y a peut-être pas intérêt. Et donc la tâche de participer ce soir était pas facile. Et puis je me suis encore un peu plus compliqué la vie puisque je t'ai dit, ben, si on va le faire, mais alors tu vas demander aux enseignants de faire remonter des questions et puis j'essaierai de répondre aux questions. Donc déjà, je remercie Jérôme Grondeux d'avoir répondu à certaines questions. Heureusement, on va à peu près pas répondre aux mêmes questions, donc c'est bien, on va être assez complémentaires. Pourtant, on ne s'est pas concerté. Voilà, mais donc cette présentation était un peu compliquée à monter et à envisager, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de matière dans les questions, et donc je m'excuse par avance pour les questions auxquelles je ne vais pas non plus moi répondre. Voilà, elles étaient toutes intéressantes, mais je suis très bavard et je suis déjà inquiet de voir l'heure à laquelle je commence, donc je ne vais pas trop tarder. Mais voilà, dire que quand même, c'était pas facile à préparer. C'est pas facile à préparer à cause du contexte dans lequel on vit, avec toutes les questions qu'on se pose depuis 2 mois maintenant sur le vivre ensemble, sur l'avenir. Le fait qu'on est tous, je pense, fatigués, on est tous à cran, on est tous touchés par ce qui se passe. Donc, je vais essayer de dire des choses. Je vous demande par avance pardon s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, des choses qui vous fâchent peut-être. Voilà. L'objectif, c'est pas de braquer, c'est pas de heurter, c'est de dire des choses et puis éventuellement ensuite de continuer dans une discussion dans le respect mutuel et de manière constructive. Alors, je vais partager l'écran si j'y arrive, mais je pense que je vais y arriver pour pouvoir commencer. Voilà, j'espère que vous voyez le diaporama. Ça marche? Oui, ça Oui, marche très ça bien. marche très bien. Ok, bon, donc allez, je me lance donc avec une présentation qui sera structurée avec un plan que je vous affiche là. En guise de préambule, j'aborderai rapidement 3 questions en écho à des questions qui ont été posées par les collègues. Puis j'évoquerai 4 points. Le dernier point étant un peu une guise de conclusion qui me permettra notamment de faire un peu plus de lien avec peut-être des choses qui pourraient être abordées par les collègues en EMC plutôt que en histoire. Donc on a 3 questions pour commencer en préambule. La première question est très épineuse. Est-ce que les élèves est-ce que les jeunes calédoniens connaissent l'histoire de leur pays? Ça fait écho à des choses. Alors chaque fois que vous verrez des choses en général en rouge sur les diapos, ça signifie que ce sont des questions posées par les enseignants et qui ont été remontées et qui ont servi de base en quelque sorte à la réflexion sur tel ou tel point que je développe. Alors, sur cette question de la connaissance par les jeunes Calédoniens de l'histoire de leur pays, on va dire qu'on entend souvent des choses relativement négatives. J'ai mis ici, pour rappel, un entretien qui avait été publié dans le magazine Actu-NC il y a quelques années, un entretien avec Christophe Sand dans lequel il était relativement, on va dire, cinglant à l'égard de la manière dont l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est enseignée à l'école, avec les 2 éléments que j'ai mis en bas de la diapo. Les élèves ne connaissent pas leur histoire car la manière dont elle leur est enseignée leur est étrangère. Et en 30 ans, l'école n'est pas l'endroit où un passé commun a émergé. Alors, je suis d'accord avec la dernière des propositions. En 30 ans, l'école n'est pas l'endroit où un passé commun a émergé, mais je dirais que il n'a pas non plus vraiment émergé ailleurs, ce passé commun. Et au moins, l'école est un lieu où on a essayé de faire émerger ce passé commun sans forcément y arriver. Et en revanche, je suis assez profondément en désaccord avec Christophe Sand quand il dit que les élèves calédoniens ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Alors, ils ne la connaissent pas peut-être autant qu'on voudrait qu'ils la connaissent, mais ils ne sont pas totalement ignares sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Alors, certains d'entre vous savent que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur la question des récits d'élèves sur l'histoire de leur pays et notamment sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie.
Et donc, j'ai tiré un peu plus de 1700 récits sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie rédigés par des élèves calédoniens, cette espèce de choses un peu bizarres, très surchargées et très indigestes, je m'en excuse. Ne vous inquiétez pas, les slides suivantes seront un peu moins chargées. Mais on voit quand même apparaître dans les récits rédigés par des élèves calédoniens des choses très, très intéressantes. Bon, déjà, on peut souligner leur capacité, la plupart du temps, à proposer une trame narrative continue sur l'histoire, c'est-à-dire qu'on trouve peu de choses avec des récits, des origines à nos jours très complets, avec vraiment tous les enchaînements, etc., etc. Donc ça, c'est relativement rare. Et en fait, quand on analyse les récits, on voit très bien qu'il y a toute une partie de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie qui n'apparaît pas ou qui apparaît très très peu dans les récits d'élèves. C'est tout ce qui est grosso modo antérieur au premier contact. Et en revanche, à partir de 1774, là, on va trouver beaucoup de choses, ou en tout cas, on va trouver certaines choses. C'est ce que je vais appeler ici l'histoire visible, donc dans les récits qu'écrivent les élèves. Et alors, j'avais fait le même exercice avec des élèves vanuatais. Alors, au Vanuatu, il apparaissait que quand on regarde un peu les représentations et les orientations qu'ils ont sur l'histoire, au Vanuatu, l'élément marquant, c'est l'accès à l'indépendance en 1980 qui marque une espèce de fin de l'histoire. La boucle est bouclée, le pays est né, tout va bien, etc. Alors qu'en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas du tout le même type de récit chez les élèves. Ici, en Nouvelle-Calédonie, le véritable fait central qui est souvent le point de départ, voire le point d'orgue de l'histoire calédonienne, c'est l'escale de James Cook à Balade en 1774. Et en revanche, quand les élèves de Nouvelle-Calédonie écrivent l'histoire de leur pays et qu'ils arrivent à la fin de cette histoire, ben, on a souvent à la fin l'impression d'une histoire inachevée qui continue à se chercher, notamment du fait de cette question lancinante du lien à maintenir ou pas avec la France. Ce qui est aussi intéressant quand on regarde ces récits, ce sera le dernier point que j'aborderai par rapport à cette diapo, c'est le fait que les élèves développent des points de vue liés à l'identification communautaire. Et on voit aussi apparaître le fait que, en fonction de l'endroit où les élèves sont scolarisés, ils ne racontent absolument pas la même histoire. On voit apparaître quand même une opposition assez forte entre le récit que font de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie les élèves kanaks et les élèves non kanaks. Et puis, ce n'est pas tout à fait la même histoire de la Nouvelle-Calédonie qu'on raconte quand on est scolarisé à Canala, à Puebo, à Nouméa, à Lifou, à Ouvéa. Donc tout ça pour dire que le jugement selon lequel les élèves calédoniens ne connaîtraient pas l'histoire de leur pays est à mon avis un jugement un peu trop radical, on va dire. Et ce qui est certain en revanche, c'est que tous les élèves sont loin d'avoir la même représentation sur l'histoire de l'archipel. La deuxième question que je voulais aborder en préambule concerne des réflexions qui étaient remontées sur qu'est-ce qu'on appelle l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie. Et en corollaire de ça, quelles sont les problématiques liées à cette histoire récente qu'on doit traiter avec les élèves. Donc cette histoire récente, si on faisait référence à de l'historiographie ou à de l'épistémologie de l'histoire, on parlerait peut-être plutôt d'histoire du temps présent, d'histoire immédiate. Je vous ai remis ici quelques-unes des caractéristiques de l'histoire du temps présent, de l'histoire immédiate que j'ai tiré d'un petit dictionnaire très utile et dont je vous recommande la lecture, Les mots de l'historien sous la direction de Nicolas Offenstadt. Et donc, j'ai essayé un peu de réfléchir à partir de la question qui était posée sur comment est-ce qu'on pouvait finalement borner cette histoire récente de la Nouvelle-Calédonie au travers des concepts d'histoire du temps présent ou d'histoire immédiate. Donc là, sur la diapositive, je vous fais deux propositions. Nous sommes en 2024 et donc moi, je suis plutôt partisan de retenir la deuxième proposition parmi les deux que je vous fais. C'est-à-dire que l'histoire du temps présent, grosso modo, c'est l'histoire de la Nouvelle-Calédonie depuis les années 1970, ce qui est intéressant par rapport à beaucoup d'éléments que je vais vous donner ce soir, puisque c'est finalement depuis le réveil kanak et l'émergence de la revendication indépendantiste, alors qu'on pourrait considérer que l'histoire immédiate, c'est plutôt l'histoire à partir de 1998, donc une histoire qu'on n'aborde pas forcément beaucoup dans le cadre scolaire, où on s'arrête quand même parfois plutôt à l'accord de Nouméa. Et donc, c'est tout ce qui se passe depuis l'accord de Nouméa, cet accord de décolonisation. Puis la question qui était remontée, c'était pas seulement sur le bornage chronologique, mais c'est aussi sur l'espace concerné par cette histoire récente. Et là, bah, force est de constater quand même que dans les programmes scolaires, aussi bien qu'en troisième qu'en terminale, on se concentre essentiellement
essentiellement sur l'échelle de la Nouvelle-Calédonie et on parle peu de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie en lien avec d'autres îles ou archipels de la région, ce qui est pour moi d'ailleurs un regret qu'à aucun moment on ait davantage une ouverture vers les relations de la Nouvelle-Calédonie avec son espace plus ou moins proche. Et enfin, quant à la question sur les principaux enjeux relatifs à cette transmission de l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie à l'école, bon, moi j'en retiens essentiellement quatre. Vous pourriez peut-être en avoir d'autres, mais moi ceux-là me paraissent les plus importants. Depuis 1946 ou depuis 1970, quelles sont les transformations du lien entre la Nouvelle-Calédonie et la France? L'avenir de la Nouvelle-Calédonie est-il, alors pendant longtemps on disait dans ou hors, mais quand même maintenant dans la situation dans laquelle on est, on peut rajouter avec, contre, à côté de la France, puisque les choses sont un peu brouillées quand même. C'est aussi parler avec les élèves d'un processus de décolonisation original et inachevé, permettant la construction d'un pays et d'un peuple calédonien. Vous aurez sans doute remarqué, comme moi, que depuis 2 mois, on est beaucoup moins attaché à l'idée de construire le pays que de commencer à se projeter sur la nécessité de le reconstruire. Donc la construction du pays va peut-être, et certainement, hein, je l'espère, laisser la place à la reconstruction du pays. C'est aussi les questions relatives aux mutations rapides de la société calédonienne. Et c'est enfin la Nouvelle-Calédonie en tant qu'archipel en Océanie et dans la zone Asie-Pacifique. Bon. Moi, je considère que ce qu'on aborde en troisième et en terminale, c'est essentiellement les 2 points. Les 2 points suivants sont un peu abordés en terminale, mais c'est surtout le quatrième point qui est, je trouve, quand même relativement négligé, du moins dans les programmes d'histoire. Et puis enfin, pour finir ce préambule, je voulais aborder la question de l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie comme source d'insécurité professionnelle pour les enseignants. On a quand même dans les remontées plusieurs expressions qui apparaissent ici en vert qui montrent bien quand même une certaine forme d'angoisse ou en tout cas de crainte vis-à-vis de cet enseignement. Alors, cette question de l'insécurité professionnelle, on a dessus des données assez intéressantes au niveau national. On n'en a pas malheureusement à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Mais ce qu'on sait en France, c'est que ces données sur l'insécurité professionnelle, on les a surtout sur des questions liées à la laïcité, aux tensions religieuses. Donc ici, j'ai tiré d'un sondage IFOP de 2023 et puis du livre de Jean-Pierre Aubin publié en 2023, Les profs ont peur, quelques indicateurs qui ne sont pas très, très encourageants quand même et dont certains font peur, notamment pour les professeurs d'histoire-géographie, puisque si vous prenez l'avant-dernière proposition sur la diapo, il est dit qu'un enseignant sur deux reconnaît s'être déjà auto-censuré par peur d'incident, et la proportion est de 2 tiers chez les enseignants d'histoire-géographie EMC. Alors parmi vous, je ne sais pas combien se sont déjà auto-censurés. Si certains pensent qu'à l'avenir, ils vont devoir davantage s'auto-censurer à la suite des événements récents qu'a connus la Nouvelle-Calédonie, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sent poindre dans les remontées qui ont été faites et que m'a transmise Isabelle, une crainte d'un retour en arrière par rapport à la manière dont on enseignait l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie. Donc je pense que de votre part, il s'agit davantage d'une crainte que d'une réalité, puisque je pense que depuis que vous avez repris les enseignements, pour ceux qui ont pu les reprendre en présentiel, vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aborder l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie. Ça devrait arriver un peu plus tard, je pense, dans l'année. En tout cas, moi, ce qui m'avait frappé en 2019-2020, quand j'avais mené une série d'entretiens avec des enseignants d'histoire-géographie calédoniens, c'est que j'avais l'impression, à les entendre, que cet enseignement de l'histoire récente rentrait dans une espèce de forme de normalisation, de banalisation, alors même que j'avais réalisé ces entretiens, alors que la première consultation sur la sortie de l'accord de Nouméa était déjà passée et qu'on approchait la deuxième. Donc, je vous ai mis là sur la diapo quelques exemples de verbatim de collègues que j'avais interviewés et qui avaient un discours qui n'était pas très empreint d'insécurité professionnelle. Bon, je pense que peut-être aujourd'hui, certains d'entre vous ont un peu changé d'avis sur la question. Si je prends l'exemple du dernier collègue qui apparaît là sur la diapo et qui s'était exprimé sur le rapport des jeunes générations au passé, j'aurais pas dit la même chose il y a 10 ans de ça. Ouais, mais parce que là, eux, c'est pas leur combat. Eux, ils sont de la génération du vivre ensemble. Je pense que les événements qui ont eu lieu depuis 2 mois
peuvent remettre en doute ce qu'on appelait pendant longtemps la génération du vivre ensemble et sa capacité à se projeter dans des combats qui n'étaient pas uniquement la répétition de ceux de leurs aînés. Donc voilà pour les petits préambules que je voulais faire en guise de démarrage de cette intervention. Le premier point que je voudrais aborder maintenant, c'est tout simplement revenir un peu sur les programmes de troisième et de terminale générale. Je me bornerai à ces deux niveaux-là. Par rapport là aussi à des questions qui ont été remontées sur qu'est-ce qu'on doit traiter à partir des programmes, quelle est la place des adaptations dans les programmes, etc., etc. Bon, alors, la réalité aujourd'hui, pour moi, c'est mon interprétation et vous pouvez en avoir des différentes. Mon interprétation aujourd'hui, c'est que les actuels programmes de collège permettent d'aborder sans difficulté de la sixième à la troisième toutes les périodes de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et nous avons la chance d'avoir des programmes qui ne donnent pas d'indication horaire stricte sur le temps à accorder à chaque thème et à chaque sous-thème, ce qui donne la possibilité d'y accorder des volumes horaires importants si on le souhaite. Donc sur le collège, je trouve qu'il y a quand même une très grande liberté pour faire beaucoup de choses et pour consacrer, si on le veut, beaucoup d'heures à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Les choses sont un peu différentes au lycée général. Bon, vous le savez, au moment où s'est mise en place la réforme du lycée à partir de 2019, si je ne me trompe pas, il a été fait le choix d'augmenter le volume horaire de l'histoire-géographie au lycée en Nouvelle-Calédonie en rajoutant 30 minutes hebdomadaires supplémentaires pour aborder notamment l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et quand ça s'est mis en œuvre, j'avoue que j'ai été un peu déçu parce que je pensais que ces heures allaient être un peu sanctuarisées, mises de côté avec un programme spécifique, etc. Et puis finalement, on s'est retrouvé avec des aménagements qui ont été intégrés dans le programme national avec des fourchettes horaires qui là sont parfois, on va dire, un peu contraignantes. L'autre regret que j'ai un peu par rapport aux actuels programmes du lycée général, c'est que quand même en grande partie, ce qui est proposé aux élèves est très redondant par rapport à ce qu'ils ont pu déjà voir au CM1, CM2, puis au collège, ce qui, de mon point de vue, peut générer chez eux une certaine forme de lassitude, de revenir toujours de la même manière et presque, oui, toujours pareil sur les mêmes choses. Alors, il y a eu des questions sur le fait de savoir qu'est-ce qu'on pouvait traiter quand on traitait l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie. Bon, la manière dont le programme est rédigé pour la classe de troisième est quand même très centré sur l'histoire institutionnelle et politique, puisqu'on nous dit qu'on doit travailler sur l'évolution statutaire et les réactions qu'elle suscite. Donc, ça veut dire qu'on exclut du champ d'études en théorie tout un tas d'aspects, même si certains peuvent être abordés dans le sous-thème suivant, qui est le dernier du programme. En termes de réflexion notionnelle, finalement, on peut amener les élèves à réfléchir dans un premier temps sur la bascule possible de la Nouvelle-Calédonie entre intégration dans la République, autonomie vis-à-vis de la République, puis ensuite l'autonomie ou l'indépendance. Donc on voit bien qu'on a un espèce de paysage politique qui évolue entre le début et la fin de la période qu'on étudie, entre deux notions d'un côté, puis deux notions de l'autre. On pourra s'étonner de ne pas trouver de mention explicite de la guerre civile des années 1980 dans les programmes scolaires, si ce n'est au travers de la mention les réactions que l'évolution statutaire suscite, la guerre civile pouvant être une réaction aux évolutions statutaires. Donc on retrouve là quelque chose qui est parfois qualifié de refroidissement des questions vives, c'est-à-dire qu'on n'aborde pas certains sujets directement parce que peut-être ce sont des sujets qui peuvent faire peur. Alors, vous pourrez trouver sur le site Histoire Géo du VR une proposition de mise en œuvre que j'avais travaillé avec des étudiantes il y a quelques années. Certaines sont présentes, je les ai croisées ce soir sur l'écran, donc je les salue. Mais comme le temps est compté, je vais passer directement plutôt à la question de l'enseignement de l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie au lycée. Donc là, on est centré sur le programme de terminale générale, avec dans le premier chapitre du programme une approche qui ne se limite pas aux aspects politiques et institutionnels, même si ensuite on revient quand même beaucoup sur les aspects politiques et institutionnels dans le deuxième chapitre. Bon. Grosso modo, les programmes scolaires sont le reflet de la société et du pays où les aspects politiques et institutionnels prennent grosso modo la plus grande place et où tout le reste est ravalé au second plan.
Bon, je trouve intéressant, moi, dans le programme de terminale générale, la césure proposée autour de l'année 1975. En revanche, quand je les lis attentivement, il y a quand même deux choses qui me gênent un peu dans la formulation. La première chose qui me gêne un peu, c'est l'expression la recherche permanente de l'autonomie, qui me semble pas tout à fait correspondre à la réalité des années 50-60. On aurait peut-être pu imaginer autre chose, comme les avancées et les reculs de l'autonomie, les débats suscités par la question de l'autonomie, etc., etc. Et ce qui me gêne le plus, c'est surtout l'expression les revendications indépendantistes ont mené aux événements des années 1980, ce qui pourrait laisser à penser que c'est à cause des indépendantistes que les événements ont commencé. C'est une lecture possible, mais on peut aussi en avoir d'autres. On pourrait dire aussi que c'est du fait de la rupture du dialogue entre les indépendantistes, les loyalistes et l'État que les événements ont commencé, etc., etc. Et on remarquera là aussi que le terme guerre civile n'est pas employé, préférant le terme, on va dire, plus froid, moins chaud, d'événement. Donc là aussi, avec les étudiantes, nous avions travaillé sur la manière de mettre en œuvre ce thème du programme de terminale. Et là aussi, les productions qui avaient été faites avec les étudiantes, puisque c'était toutes des filles, sont disponibles sur le site académique du vice-rectorat, mais je ne m'étends pas trop là-dessus. Je vais passer sans transition maintenant au point 2. Après avoir donné quelques éléments de réflexion sur le programme, leur contenu et leurs approches. Je vais maintenant passer à une deuxième partie que j'ai intitulée Enseigner l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, un sujet potentiellement sensible. Avec derrière l'idée qu'il va sans dire que l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie est une question socialement vive, mais avec aussi l'idée que toute question potentiellement vive ne le devient pas forcément une fois qu'on l'aborde en classe face à des élèves. Donc tout ce qui est vif ne débouche pas forcément dans un conflit et ne doit pas forcément faire peur. Tout va dépendre de la manière dont on le fait. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand Jérôme Grondeux a dit qu'un enseignant sent une situation et que quand vous êtes face aux élèves, vous savez ce que vous pouvez faire et ce que vous n'avez pas intérêt à faire. Voilà. Alors, une première question qui était posée et que j'ai rangée dans cette partie-là, c'est quelles ressources, notamment du point de vue scientifique, on peut avoir pour travailler sur cette histoire récente. Donc, je vous ai proposé dans les diapos suivantes quelques ressources. Il y en a trois que j'apprécie moi tout particulièrement. La première ressource, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un atlas de la Nouvelle-Calédonie, mais avec plusieurs planches qui parlent de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et je trouve que celle qui porte spécifiquement sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est très bien faite. Un livre ensuite écrit par un géographe, Jean-Christophe Gay, La Nouvelle-Calédonie, un destin peu commun. Ce sont deux ouvrages qui doivent dater du milieu des années 2010. Et il est rare qu'on trouve des ouvrages sur la Nouvelle-Calédonie qui ne commencent pas par des chapitres sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et les pages qu'écrit Jean-Christophe Gay sont, je trouve, très, très intéressantes. Un livre publié par les éditions Madréport et les presses universitaires de la Nouvelle-Calédonie, Le Réveil kanak, la montée du nationalisme en Nouvelle-Calédonie par David Chappell. Donc, c'est un ouvrage originellement en anglais puis qui a été traduit en français et dans lequel on trouve beaucoup de choses. Donc là, c'est vraiment très, 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 très détaillé. Un ouvrage sans doute que vous ne connaissez pas et qui pour le moment malheureusement n'existe qu'en anglais, mais la version française devrait sortir, je l'espère, d'ici la fin de l'année. Donc c'est un ouvrage édité par les presses universitaires de la Nouvelle-Calédonie qui s'appelle donc Comprendre la Nouvelle-Calédonie. Et dans cet ouvrage, vous trouvez plusieurs contributions intéressantes, notamment pour travailler sur l'histoire récente. Vous avez Gwenaël Murphy, que certains connaissent sans doute, qui a fait un chapitre sur l'époque de la colonisation. Avec Fanny Pasquale, j'ai écrit un chapitre intitulé La Nouvelle-Calédonie de 46 à 98, histoire d'une décolonisation inachevée. Et vous avez aussi un papier du jeune docteur Anthony Tutugoro sur le mouvement indépendantiste et son développement. Enfin, en termes de références bibliographiques, il en existe beaucoup d'autres, hein, mais j'en mets juste celles que moi je considère comme les plus intéressantes. Libre à vous d'en trouver d'autres beaucoup plus intéressantes que les miennes. Je voudrais aussi signaler la publication de deux ouvrages récents qui sont à nouveau pas des ouvrages d'historiens. Alors, un, j'ai déjà eu l'occasion de le lire, l'autre, je ne l'ai pas encore acheté, donc je ne l'ai pas lu parce qu'il est sorti il n'y a vraiment pas très très longtemps. L'ouvrage vraiment que je vous recommande, c'est l'ouvrage de Patrick Roger, Nouvelle-Calédonie, la tragédie. Donc Patrick Roger, un ancien journaliste du Monde
et qui a une longue histoire avec la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il avait beaucoup couvert la Nouvelle-Calédonie, l'actualité en Nouvelle-Calédonie dans les années 1980. Et donc, il publie un ouvrage dans lequel on va trouver, dans la première partie, pour ceux qui ne le connaissent pas, des chapitres qui vont nous refaire l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, des origines à nos jours. Et vous avez à peu près peut-être 100, 150 pages sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et je trouve ces pages très, très bien faites, vraiment. Bon, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais je connais quand même quelques petites choses. Et j'ai eu le plaisir d'apprendre des choses que je ne savais pas dans ce livre. Donc, j'étais vraiment ravi. Et puis, ce qui est très intéressant dans le livre de Patrick Roger, c'est que Patrick Roger va bien au-delà de l'accord de Nouméa, puisqu'en fait, il continue à nous raconter l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, grosso modo jusqu'au mois d'avril 2014, c'est-à-dire jusqu'à quelques semaines avant le début des événements que nous vivons depuis le 13 mai. Alors, l'écriture se fait de plus en plus journalistique et de moins en moins historique, on va dire, mais vraiment, sur les 20 dernières années de la Nouvelle-Calédonie, je pense que c'est l'un des seuls ouvrages où on va trouver de manière exhaustive à peu près tout ce qui s'est passé du point de vue politique, institutionnel, etc., etc. Et puis enfin, le dernier ouvrage, alors que j'espère lire bientôt, donc le dernier livre d'Amin Mokadem, qui n'est pas, comme son nom pourrait le laisser penser, une biographie de Djoubeli Wea. Et ce livre, moi, j'ai très hâte de le lire parce que je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que quand même, depuis quelques mois, voire quelques années, on assiste à une radicalisation très forte du discours politique, ou en tout cas de certains discours politiques en Nouvelle-Calédonie. Et Djoubeli Wea a été dans les années 80 un des représentants de la radicalité dans le camp indépendantiste. Vous aurez peut-être remarqué que le nom de Djoubeli Wea euh, redevient davantage prononcé que par le passé dans certaines mouvances indépendantistes qui, sans surprise, sont aujourd'hui aussi celles que l'on peut qualifier comme les plus radicales sur l'échiquier politique. Alors, un autre sujet que je voulais aborder en lien avec l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, un sujet potentiellement sensible, c'est tous les éléments liés aux questions socialement vives. Donc, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Donc, je vais avoir une approche assez différente de celle de Jérôme Grondeux tout à l'heure, donc c'est parfait. On ne va pas se répéter en principe, ou presque pas. Donc, le point de départ, c'est juste rappeler ce que c'est qu'une QSV rapidement, une question qui fait débat dans la société, dans les savoirs de référence et dans les savoirs scolaires. Elle est porteuse d'incertitudes, de divergences, de controverses, de disputes, voire de conflits. Et on sait que face à des questions socialement vives, les enseignants peuvent développer, et ce n'est pas un reproche, des stratégies d'évitement, tout simplement parce que ce sont des choses qui peuvent faire peur. On peut avoir peur d'aborder des choses. Alors, moi, je voudrais partager aujourd'hui avec vous une réflexion sur la question des QSV et comment les mettre en œuvre au travers de la multiperspectivité telle qu'elle a été notamment définie dans un ouvrage publié en 2003 par le Conseil de l'Europe, ouvrage qui a servi ensuite pas mal de base pour la réalisation des manuels d'histoire franco-allemands qui ont été édités quelques années après 2003, je ne me rappelle plus la date exactement. Donc Stradling définit la multiperspectivité comme une façon de voir et une prédisposition à voir les événements historiques, les personnalités, les développements, les cultures et les sociétés sous différents angles en s'appuyant sur des procédures et des processus qui sont fondamentaux pour l'histoire en tant que discipline. Van Zijk, en 2018, rajoute que la multiperspectivité fait référence à l'idée épistémologique que l'histoire est interprétative et subjective avec de multiples récits coexistants. Et donc, grosso modo, la multiperspectivité, c'est de rendre visibles ces récits coexistants et de ne pas se borner simplement, comme parfois on peut en avoir tendance à le faire parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on veut être efficace, etc., à une seule vision ou à une seule perspective. Donc, pour Stradling, la multiperspectivité est une prédisposition. Il s'agit d'accepter que notre manière d'interpréter l'histoire est influencée par notre environnement, qu'elle n'est pas partagée par tous et que d'autres interprétations sont possibles et valables. Il faut aussi être capable d'empathie. Et la multiperspectivité est aussi un processus. L'idée qu'un fait historique peut donner naissance à des interprétations multiples en fonction des contextes dans lesquels évoluent les acteurs du passé et du présent. Ainsi, la multiperspectivité peut être travaillée au niveau de l'événement lui-même. Il n'est pas interprété de la même manière par tous ceux qui le vivent ou qui en sont les témoins.
Elle peut être aussi traitée, la multiperspectivité, au niveau de l'historiographie. Tous les historiens ne vont pas interpréter tel événement de la même manière. Et on peut aussi travailler sur la multiperspectivité au niveau de la perception d'un événement dans le présent. Quelles sont les traces de cet événement dans la société, notamment en lien avec la notion de mémoire. Donc, je vais un peu passer rapidement pour pas trop prendre de temps, mais je vous ai mis sur les diapositives suivantes à nouveau ici les objectifs que l'on peut viser en adoptant la multiperspectivité en classe d'histoire. Les deux premières me semblent très importantes dans le contexte particulier de la Nouvelle-Calédonie. Favoriser un vivre ensemble inclusif en situation de diversité culturelle en déconstruisant préjugés et stéréotypes. Lutter contre l'invisibilisation des points de vue minoritaires et ou minorisés. Et puis sur la diapo suivante, vous avez ici les freins qui peuvent parfois rebuter les enseignants à recourir à la multiperspectivité. Ça nécessite d'abord d'avoir des élèves qui sont prêts à s'engager, c'est-à-dire prêts notamment à écouter des choses qui peuvent aller à l'encontre de ce qu'eux-mêmes pensent. Le fait que les enseignants ne sont pas forcément formés à cette approche. Le manque de confiance ou la crainte qu'ils peuvent ressentir. La maîtrise insuffisante des connaissances pour pouvoir aborder ces questions sous cet angle-là, avoir des ressources adaptées, et puis bien évidemment, la multiperspectivité, ça va prendre en général un peu plus de temps que si on ne la fait pas. Bien évidemment, si l'idée est d'aborder différentes interprétations de l'histoire, ça ne signifie pas forcément de montrer aux élèves que tous les points de vue se valent. Certains peuvent être recevables, d'autres moins, et d'autres pas du tout. Alors, j'ai essayé, pour essayer un peu d'illustrer mon propos, de choisir 3 exemples de documents ou de choses qu'on pourrait faire en lien avec la multiperspectivité. Ces exemples que j'ai choisis, ils ont tous une relation un peu particulière avec la situation que nous vivons depuis le 13 mai 2024, parce que ce sont 3 choses, ou au moins les 2 premières, qui se sont passées aussi depuis le 13 mai. Et donc, ça s'est passé dans les années 80 et on a eu l'impression de revivre la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose hier et aujourd'hui, mais en tout cas, si on aborde ça avec des élèves, c'est des choses qui vont peut-être davantage leur parler parce que c'est des choses qu'ils ont vues à la télévision, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, le premier exemple que j'ai choisi, c'est une image tirée du livre de Rémi Moyen, qui montre donc un indépendantiste jetant un cocktail Molotov sur un VBRG à Thio en 1985. C'est une image qu'on pourrait très bien utiliser en classe, aussi bien en classe de troisième qu'en classe de terminale. Et on va dire que la manière de traiter cette image, ce serait de montrer qu'il se passe des choses qui sont violentes, qu'il y a des affrontements, et que donc cela permet d'illustrer la situation de conflit dans laquelle se trouve la Nouvelle-Calédonie dans les années 1980. La multiperspectivité, ce serait de se dire que les élèves face à cette image ne vont pas tous avoir la même réaction et qu'on peut travailler avec eux sur les différentes interprétations qu'on peut avoir de cette image. L'interprétation qu'on peut avoir de cette image, elle n'est pas du tout la même si on se met du côté de celui qui lance le cocktail Molotov ou de celui qui va recevoir le cocktail Molotov. Et donc, on peut réfléchir avec les élèves sur, d'un côté, pourquoi est-ce que l'indépendantiste lance ce cocktail Molotov, quelles sont les raisons, pourquoi il s'en prend aux forces de l'ordre, pourquoi il recourt à la violence, etc., etc. Et pourquoi est-ce que les forces de l'ordre sont là et quelles sont leurs missions dans ce qu'elles sont en train d'accomplir ici à Thio au mois d'août 1985. Un autre exemple que j'ai choisi, donc, qui a aussi une résonance particulière vis-à-vis de l'actualité, des barrages loyalistes et indépendantistes pendant les années 1980 qui ont tous les deux pour caractéristique d'afficher les couleurs, le drapeau du FLNKS d'un côté, le drapeau français de l'autre. Donc là, en histoire, ou bien même plutôt ce serait ici en EMC, une approche liée à la multiperspectivité serait de réfléchir, d'un côté, quand on regarde le drapeau du FLNKS, qu'est-ce qu'il représente pour des gens qui sont de sensibilité indépendantiste, qu'est-ce qu'il représente pour des gens qui sont de sensibilité loyaliste, et également pour le drapeau français, qu'est-ce qu'il représente pour des gens de sensibilité indépendantiste ou loyaliste. Le troisième exemple, enfin, que j'ai sélectionné, va nécessiter de regarder une toute petite vidéo. Alors, c'est juste la fin qui est importante, mais il faut un peu de temps avant d'arriver à la fin, malheureusement. Alors, je vais essayer de lancer la vidéo. Voilà, c'est parti. J'espère que vous aurez le son.
et Jacques Lafleur, le loyaliste, choisissent de s'engager dans la voie du dialogue. Avec la médiation du tout nouveau Premier ministre Michel Rocard, ils signent des accords qui prévoient l'organisation d'un référendum d'autodétermination, ainsi que les fondements d'une politique de rééquilibrage économique entre Canaques et Caldoche. Si leurs projets politiques demeurent opposés, ils acceptent de bâtir un destin commun entre les deux communautés. À votre avis, en l'an 2000, la Nouvelle-Calédonie est indépendante? Pour moi, oui, mais avec tout le monde. Et vous, Jacques Lafleur? Pour moi, non, mais avec tout le monde. Donc voilà pour cette courte vidéo. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est la fin. Et comment voyez-vous la Nouvelle-Calédonie en l'an 2000? Et on voit bien les réponses à la fois similaires et très différentes que font Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Et donc ici, la multiperspectivité, c'est peut-être pas se contenter, quand on étudie les accords de Matignon, de dire que les accords de Matignon ont permis le retour à la paix, mais c'est de travailler derrière sur la manière dont, d'un côté, les indépendantistes et de l'autre, les indépendantistes, ont compris ce retour à la paix. Et on voit bien au travers ici de l'extrait final que la manière dont on comprend le retour à la paix n'est absolument pas la même chez les deux. Enfin, pour terminer sur ce deuxième point, je voulais revenir sur une question qui fait un peu la suite de ce que je disais tout à l'heure, une question posée par une collègue ou un collègue concernant l'article 5 du préambule de l'accord de Nouméa. Comment expliquer que la fin de l'accord ne signifiait pas obligatoirement l'indépendance? Je suppose que le collègue ou la collègue fait référence à l'article 5 de l'accord de Nouméa qui parle de la complète émancipation que doit avoir atteint la Nouvelle-Calédonie à la fin de l'accord de Nouméa. On est d'accord sur le fait que cette complète émancipation aujourd'hui, en fonction du bord dans lequel on se situe, on ne la comprend pas du tout de la même manière. Et donc, pour exposer aux élèves quelles sont les voies possibles de sortie de l'accord de Nouméa, je vous conseille, par exemple, de recourir à deux types de documents. D'abord, d'aller regarder ce que dit l'ONU concernant les territoires non autonomes et le principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui prévoit 4 types d'accès à l'autonomie ou à l'indépendance: la création d'un État souverain indépendant, la libre association, l'intégration avec un État indépendant ou l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé. Donc ça, c'est ce que dit, on va dire, le droit international. Et vous pouvez mettre cela en regard avec un extrait du rapport Courtial-Mélien-Soukramanien de 2014 sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, qui prévoyait 4 types de scénarios possibles, 4 types d'aboutissements possibles à l'accord de Nouméa, reprenant 3 des 4 solutions envisagées par l'ONU. L'accès pur et simple à la pleine citoyenneté pour la création d'un État souverain indépendant, la pleine souveraineté avec partenariat pour la libre association, l'autonomie étendue, l'autonomie pérennisée, pouvant, quant à elle, être mise en relation avec l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé. Voilà. Il va de soi que Mélin-Soukramanien et Courtial n'envisagent pas la solution de l'intégration avec un État indépendant, c'est-à-dire l'intégration au sein de la République française purement et simplement. Troisième point que je voudrais voir avec vous après avoir traité de la multiperspectivité pour aborder les questions socialement vives, une réflexion sur l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie et les représentations sociales des élèves. Il y a aussi pas mal de choses qui sont remontées et qu'on peut relier à cela. Donc je vous ai mis d'abord quelques références à des travaux, ceux de Jean-Louis Martinand, Lange, Alpes. Le premier nous dit que chacun s'approprie des savoirs auxquels il s'identifie, qui définissent son identité et sa place dans la société, pendant que les autres nous disent que la légitimité des savoirs scolaires mobilisés à l'école ne va pas toujours de soi. Et donc cette idée que la transmission des savoirs scolaires peut parfois buter sur des obstacles peut être abordée aussi au travers du concept de représentation sociale, donc un concept travaillé par la psychologie sociale, créée par Moscovici en 1961. Alors, je vous ai mis ici, juste pour rappel, une tentative de définition du concept de représentation sociale. Donc, d'après Denise Jodelet, les représentations sociales désignent une forme de pensée sociale ou savoir de sens commun. Elles sont une forme de connaissance socialement élaborée et partagée qui a une finalité pratique et concourt à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. Elles ont une fonction cognitive d'intégration de la nouveauté, permettent de construire une interprétation de la réalité et orientent les conduites et les rapports sociaux.
Donc, les représentations sont générées par objectivation et ancrage. Je ne vais pas avoir le temps de développer malheureusement la manière dont se produit cette objectivation et cet ancrage. Ces représentations sociales s'organisent en un noyau central et une marge ou périphérie. Et enfin, les nouveaux savoirs sont d'autant mieux assimilés qu'ils sont en conformité avec le noyau central. Ceux qui ne sont pas conformes sont habituellement rejetés. Donc, ces représentations sociales ont 4 fonctions. Elles permettent de comprendre et d'expliquer une réalité. Elles génèrent et elles expliquent des savoirs et des croyances. Elles permettent de définir une identité et de préserver cette identité. Elles guident des comportements et des pratiques. Et elles permettent enfin de justifier une prise de position et un comportement. Et donc peuvent être à l'origine d'opinions ou de postures. Donc, par rapport à notre position d'enseignant, les représentations sociales sont importantes puisqu'on peut se poser les questions suivantes, notamment dans le cas de la Nouvelle-Calédonie. Les représentations des élèves constituent-elles un appui ou un obstacle aux apprentissages scolaires? Un enseignement peut-il faire évoluer la structure du noyau central des représentations des élèves? L'école peut-elle construire des représentations hégémoniques ou communes partagées alors qu'en contexte de lutte entre différents groupes sociaux se développent des représentations polémiques ou antagonistes? Et enfin, comment l'écart entre des savoirs scolaires et les représentations des élèves peut-il générer un état de polyphasie cognitive, c'est-à-dire la coexistence en même temps de 2 types de connaissances normalement incompatibles, ou des conflits aussi de loyauté chez les élèves. Alors, ces questions de représentation sociale sont maintenant travaillées depuis assez longtemps en didactique de l'histoire, notamment depuis la thèse de Nicole Lothier en 1997, qui a notamment montré que ces représentations sociales permettaient aux élèves de recourir à des rapprochements, typologies pour comprendre les événements et leur donner un sens concret. Bon, pour aller dans la caricature, vous savez que souvent, les élèves en Nouvelle-Calédonie pensent que les Kanaks, avant 1946, étaient des esclaves. Ils n'étaient pas esclaves, mais la situation des indigènes leur rappelle la situation des esclaves, et donc pour eux, c'est la même chose. 2 autres chercheurs, Nicole Tutio-Guillon et Didier Cariou, ajoutent que les représentations jouent un rôle central lors des apprentissages, car de nouveaux savoirs interagissent avec les représentations existantes, et parce qu'il existe un risque de rejet des informations qui irait à l'encontre du noyau central des représentations installées dans l'esprit des élèves. Selon eux, et alors c'est pas très positif pour le travail que font les enseignants dans les classes, mais selon eux en tout cas, les enseignants se contentent souvent d'une rapide évaluation des représentations initiales en début de séquence ou séance sans forcément les utiliser comme levier dans la construction de leurs enseignements. Et quand les représentations des élèves ne coïncident pas avec les savoirs académiques et les programmes, voire avec les représentations des enseignants eux-mêmes, ces derniers ont tendance à les considérer comme des erreurs ou des menaces et donc à les évacuer et à les rejeter. Alors, moi aussi, j'ai choisi de traiter la question des Kanaks qui seraient victimes de génocide. Donc, je vais la traiter de manière assez similaire à celle de Jérôme Grandeux, et donc je vais passer assez vite. Je suis d'accord avec lui pour dire que, grosso modo, et pour le collègue qui avait posé la question, pour dire que donner la définition de génocide ne va pas suffire pour faire comprendre à un jeune Kanak que son peuple n'est pas aujourd'hui victime d'un génocide. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est peut-être de comprendre pourquoi est-ce qu'il peut penser cela. Il y a des éléments qui peuvent l'amener à penser que, effectivement, les Kanaks ont pu être dans le passé ou sont toujours aujourd'hui victimes d'un génocide. Ces représentations, elles sont en effet tirées du passé parce qu'il y a eu les ravages du choc microbien, parce que la colonisation est parfois qualifiée par certains de crime contre l'humanité, et le génocide est un crime contre l'humanité, parce que la répression des révoltes kanaks après 1853 a toujours été extrêmement violente. Et puis j'ai trouvé cet élément-là que j'ai voulu rajouter, même s'il n'a pas de lien direct avec la Nouvelle-Calédonie, en 1977. Aimé Césaire qualifiait l'arrivée de fonctionnaires métropolitains aux Antilles de génocide par substitution. Par ailleurs, ces représentations sur le fait que les Kanaks seraient victimes d'un génocide sont aussi alimentées aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons. En réaction au vote par le Sénat le 2 avril du projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral, la CCAT parle de mouvement de volonté de tuer le peuple kanak, de projet d'extermination programmé. Puis au mois de juin, alors que la Nouvelle-Calédonie était en situation de crise depuis plus d'1 mois, des associations, mouvements des Antilles-Guyane,
écrivait que les méthodes d'extermination et de génocide perpétrées par l'État français contre le peuple kanak relèvent d'un crime contre l'humanité. Donc si les Kanaks ne subissent pas aujourd'hui un génocide, on ne peut pas en vouloir forcément à des élèves de le penser parce qu'ils peuvent être au contact d'informations qui les amènent à cette conclusion. Et donc, si jamais on est confronté à cette situation-là, je pense qu'il faut quand même apporter une réponse. On n'est pas certain qu'on va changer la représentation de l'élève, mais on peut quand même essayer, notamment en partant du principe qu'un génocide a toujours une dimension démographique, et que donc, comment est-ce qu'on peut expliquer que les Kanaks seraient victimes de génocide alors que le nombre de Kanaks recensés depuis 1956 n'a cessé d'augmenter? Mais je pense que cette simple réalité statistique n'est pas non plus suffisante pour déconstruire l'idée de Kanaks victimes de génocide. Il faut aussi peut-être pousser un peu plus loin, ne pas se contenter de demander aux élèves le graphique confirme-t-il que les Kanaks seraient victimes d'un génocide, mais peut-être aussi ajouter, dans le cadre de l'opposition des mouvements indépendantistes au dégel du corps électoral, le terme génocide peut-il être utilisé de manière métaphorique et dans ce cas, quelle réalité cherche-t-il à exprimer? Et que recherchent les personnes qui emploient ce terme de génocide pour désigner les possibles effets du dégel du corps électoral sur le peuple kanak? Donc l'idée, ce n'est pas seulement de rappeler la définition, l'idée, ce n'est pas seulement d'amener un contre-argument qui serait considéré comme irréfutable, mais c'est peut-être aussi de creuser et d'essayer de comprendre à un moment donné pourquoi est-ce que dans le débat politique aujourd'hui, on peut être amené à certaines outrances. Un autre exemple lié à la question des représentations est tiré d'une expérience que j'ai vécue personnellement en 2020 dans une classe de troisième où j'avais la chance de pouvoir mettre en œuvre la séquence La Nouvelle-Calédonie depuis 1946, évolution politique. Et donc c'était dans la première séance où les élèves devaient travailler sur un corpus documentaire, répondre à une série de questions pour aboutir, on va dire, à un développement argumenté. Et l'une des questions que je posais dans l'activité était de savoir pourquoi le statut Rocard de 1988 joue-t-il un rôle important dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et la réponse que j'attendais des élèves, qui était puisée à un endroit bien précis dans la fiche d'activité, était que le statut Rocard permet le retour à la paix à la fin des événements. Et donc j'étais très content, les élèves avaient à peu près trouvé cette réponse, on faisait la correction tout à fait normalement. Et puis tout d'un coup, je vois un élève kanak qui était originaire des Loyautés, qui fait la grimace. Et donc, je lui demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ça ne va pas? Il me dit, bah, je ne suis pas d'accord avec le fait que le statut Rocard, il a permis le retour à la paix et la fin des événements. Et donc, je lui demande, mais pourquoi qu'est-ce qui te gêne là-dedans? Il me dit, bah, ça me gêne parce que bah, la guerre, en fait, elle n'est pas finie. Elle continue jusqu'à aujourd'hui puisqu'il n'y a pas eu encore l'indépendance. Donc, la guerre, elle continue jusqu'à l'indépendance. Donc, je vous avoue que j'étais bien embêté face à ce type d'intervention. Et donc, j'ai essayé de m'en sortir tant bien que mal en lui expliquant que depuis 1988, la lutte pour l'indépendance continue effectivement pour les indépendantistes, mais par d'autres moyens que la violence. L'élève, quand il m'a entendu, a accepté ma réponse. Je ne suis absolument pas persuadé, en revanche, de l'avoir convaincu que, effectivement, le statut Rocard a permis le retour à la paix à la fin des événements. Alors, comme le temps file très vite, je vais être obligé un peu d'écourter. Donc, il y a 3 diapos que je vais sauter pour passer directement à ce qui va servir un peu de conclusion. Donc, en guise de conclusion, depuis le 13 mai, entre Histoire et EMC, ce qui va permettre de revenir aussi sur des choses dont on a parlé tout à l'heure avec Jérôme Grondeux. La première question en lien avec ça que j'ai trouvé dans les remontées qui ont été faites par Isabelle Amiot, c'est faut-il en parler ou ne faut-il pas en parler? Je sais qu'il y a eu des débats parfois un peu vifs dans les établissements scolaires sur cette question. Je vous rassure, il y a eu les mêmes débats à l'université sur cette question. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut en parler et qu'il faut y consacrer un temps certain. Et donc la proposition, je ne sais pas si elle est originale, mais la proposition que je vous fais en tout cas sur la diapo suivante, c'est par exemple d'en parler à partir de caricatures parues dans le Chien bleu entre mai et juillet 1924. Vous avez dans le Chien bleu quelques caricatures très intéressantes et à mon avis qui peuvent être un matériel pédagogique tout à fait intéressant, à la fois pour travailler sur les origines de la montée des tensions avec notamment les fameux défilés du 13 mai, et ce dessin, semble-t-il, part d'une histoire réelle de touristes australiens qui se retrouvent tout d'un coup au milieu des défilés bleu, blanc, rouge et du FLNKS et qui se demandent ce qui se passe, où est-ce qu'est le match de foot.
Donc ça, c'est pas mal. Après, vous avez le dessin central, la caricature centrale que je trouve très, très intéressante avec Djibaou et Lafleur qui disent on avait dit plus jamais ça depuis un nuage en regardant la Nouvelle-Calédonie en train d'exploser et avec la violence. Et puis vous avez les deux autres caricatures qui permettent de réfléchir beaucoup plus sur les conséquences des événements survenus depuis le 13 mai, sur le vivre ensemble et sur la capacité finalement à continuer à vivre ensemble. Un autre élément aussi qui apparaît dans les questions qui sont remontées, on en a parlé justement tout à l'heure, c'est quel mot utiliser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tant pour désigner ce qui se passe depuis le 13 mai que pour désigner les acteurs dans ce qui se passe depuis le 13 mai, on a foule de choses. Alors, sur comment nommer ce qui se passe depuis le 13 mai, je vous ai mis à peu près tout ce que j'ai entendu ou tout ce que j'ai lu dans la presse. Donc, vous voyez que c'est quand même extrêmement varié. Alors, moi, je vais juste vous donner mon opinion. C'est pas forcément, ça n'a pas l'obligation d'être la vôtre, c'est juste la mienne. Moi, j'essaie de privilégier la plupart du temps le terme de crise. Parce que je trouve que le terme de crise exprime bien ce dont il s'agit, reste relativement neutre et finalement ne préjuge pas de ce qui pourrait se passer ensuite. Ce qui me plaît aussi dans le terme de crise, c'est que cette crise, elle peut comprendre des émeutes, elle peut comprendre des exactions, elle peut comprendre des mouvements insurrectionnels ou de révolte, des moments de guerre civile. Finalement, c'est un peu un terme valise auquel peuvent se raccrocher beaucoup d'autres des termes utilisés. Et puis, la difficulté aussi pour travailler là-dessus avec les élèves, c'est comment nommer les acteurs et est-ce qu'on est tous d'accord sur ce qu'on met derrière les acteurs. Depuis le 13 mai, je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de confusion entre émeutiers, barragistes. Est-ce que tous les barragistes sont des émeutiers? Est-ce que tous les émeutiers sont des barragistes? Ce n'est pas certain. Parfois, on dit les émeutiers de la CCAT, mais est-ce que tous les émeutiers se revendiquent de la CCAT? Quand on parle des voisins vigilants, une partie de la population assimile les voisins vigilants à une milice. Donc, il faut être extrêmement prudent, bien poser les définitions et surtout bien peut-être arriver, si c'est possible, à montrer toutes les nuances et que finalement, rien n'est simple. Et puis enfin, la dernière question à laquelle je voulais répondre pour terminer, c'est sur la question des causes, qui est aussi remontée dans les questions. Ce qui se passe aujourd'hui, ça vient d'où? Moi, mon intime conviction, c'est que si on aborde ces questions avec les élèves, il faut absolument éviter de faire juste le lien entre la crise du 13 mai et le dégel du corps électoral. En réalité, comme tout autre événement en histoire, les causes sont multiples. Voilà, je ne me suis pas trop creusé la tête pour en trouver au moins 11 qui me paraissent pertinentes pour expliquer ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai. Certaines de ces causes sont très lointaines, d'autres sont beaucoup plus proches. D'autres sont des causes qu'on pourrait qualifier de principales, d'autres secondaires, mais uniquement faire le lien violence-dégel, ça me paraît un peu court et ça me paraît occulter toute la complexité de la situation du pays. Pour terminer, je m'excuse d'avoir été trop long. Pour ceux qui voudraient aller plus loin et pour ceux qui n'auraient pas peur de lire l'anglais, je vous montre 3 ouvrages qui porte notamment sur la question de l'enseignement de l'histoire dans les sociétés post-conflit. Des sociétés post-conflit, il n'y en a pas qu'en Nouvelle-Calédonie, il y en a aussi dans plein d'endroits ailleurs dans le monde. Et dans les années 2010, cela a donné lieu à la production d'une littérature relativement abondante. Donc moi, enfin, j'apprécie beaucoup les 2 premiers ouvrages qui sont sur cette diapo, celui de Terry Epstein et de Carla Peck, et aussi celui dirigé notamment par Denise Bentrovato. Et pour terminer, et en vous remerciant de votre patience, je vous mets juste sur la diapo finale les recommandations pour l'enseignement de l'histoire dans le cadre de conflits intergroupes. C'est la 3e référence qui apparaît sur la diapo. Merci beaucoup pour votre attention et désolé d'avoir été beaucoup trop long. Merci. Je vous laisse encore juste quelques secondes avant d'enlever le partage d'écran. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette intervention. Et je vais laisser de suite la parole à Jérôme Grondeux, qui souhaiterait réagir, justement. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant et ce qu'on a fait se répond beaucoup. Donc, merci beaucoup à Stéphane. Je voudrais juste dire quelques petits points avant que ça lance le débat.
Je suis tout à fait d'accord pour l'histoire du temps présent à partir des années 70. Le vrai tournant est là et dans l'ensemble des programmes d'histoire géo, c'est ce qu'on avait essayé de mettre en avant dans les programmes de lycée. Je voudrais dire que sur la question de l'autocensure, moi j'aurais tendance à nuancer beaucoup parce que l'autocensure, c'est ne pas traiter un point de programme ou c'est la stratégie d'évitement pour ne pas traiter un point de programme. Mais ce que nos 2 interventions, à mon avis, montrent beaucoup, c'est l'importance d'avoir une stratégie. Et la stratégie, c'est pas de l'autocensure. C'est effectivement savoir comment on va faire passer ce qu'on doit faire passer avec les élèves tels qu'ils sont, la situation telle qu'elle est. Il y a des choses qu'on peut faire dans certaines classes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans certaines classes et il va falloir faire autrement. Et ça, c'est très, très important et j'ai parfois l'impression qu'avec le terme d'autocensure, on risque de disqualifier ce qui est de la pédagogie ou de la didactique et ce qui est justement le rôle irremplaçable de l'enseignant dans la manière dont il sent les choses, et dont il fait passer les choses. La troisième chose, je voudrais dire, ça porte sur les tout derniers points, c'est très important de montrer que dans l'histoire, les phases d'affrontement et de conciliation alternent dans des situations qui peuvent être différentes, mais l'histoire, elle montre aussi ça justement et donc de toute manière, c'est pertinent d'aborder les questions des années, 80-90. Ça, c'est effectivement, à mon avis, ça reste, fondamental. Pour la multiperspectivité, je pense, toujours que l'approche théorique est intéressante et effectivement, ça peut être parfois mis en œuvre à la condition expresse de bien distinguer les faits établis et les interprétations. Autrement, on donne effectivement le risque est toujours, et ça a été signalé, par Stéphane, de dire finalement: «Bon, toutes les interprétations se valent» et c'est vrai que pour des élèves qui sont pas forcément très calés, il faut ça se manie, ça se pilote là aussi, ça se stratégique, de façon très fine. Je voudrais insister, enfin sur 3 dernières choses. D'abord la question du temps. Très souvent, on a l'impression d'échouer pédagogiquement parce que, on est dans une société où il faut que tout soit dénoué tout de suite, dans l'instant. Ce qu'on dit aux élèves, ce qu'on fait passer, ce que les élèves disent en classe n'est pas forcément reçu et approuvé par des adolescents immédiatement. Mais on sème des choses qui, quand, parfois plus tard, ils sont amenés à nuancer leur point de vue et tout, ils vont remobiliser ça. Donc faut pas être, à mon avis, obsédé de l'adhésion des élèves à tout ce qui est dit. Le simple fait que ça soit dit, écouté et discuté est vraiment très important parce qu'autrement on se désespère et on peut sous-estimer ce qui est en fait, notre rôle et notre efficacité. Je voudrais dire mon approbation totale sur le thème de crise. C'est extrêmement intelligent parce que c'est un thème qui n'est pas miné politiquement. Quand on parle de crise, on ne donne pas spontanément, on ne donne pas l'impression de donner raison à tel ou tel camp ou tendance. Et enfin, la dernière chose que je trouve extrêmement fine, c'est sur la question de la cause. Quand on nous demande quelle est la cause, là, il faut être effectivement très attentif. L'histoire est une école de la complexité. C'est bien pour ça que on ne se lance pas sur l'actualité comme on se lance sur, des événements du passé, parce que déjà dans les événements du passé, on a le temps de démêler les différentes causalités, d'essayer de les peser, il y a débat, mais c'est vraiment cette école de la complexité. Ça peut pas être un alibi pour ne répondre jamais à aucune question que de dire: «C'est plus complexe». On a tous vécu ça dans nos années d'études, mais c'est quand même important de donner ce sens de la complexité. Voilà et je voudrais donc dire, un grand merci un grand merci à Stéphane. Merci beaucoup. Mmh. Merci beaucoup, Jérôme. Je vais laisser la parole maintenant à Priscilla Rossil pour différentes questions qui ont été posées par nos collègues de la voie professionnelle. Alors oui, merci beaucoup pour ces interventions qui sont extrêmement riches. Donc il y a beaucoup de questions que se posent nos collègues et que nous nous posons nous-mêmes concernant la voie professionnelle. Nous avons également un programme d'histoire, géographie et d'EMC adapté à la Nouvelle-Calédonie, des situations que l'on doit tout autant contextualiser,
Donc, la difficulté pour la voie concernant la voie professionnelle est la même que celle de la voie générale, à savoir que l'on a des repères, des notions qui nous sont ajoutées au programme sans avoir une quotité horaire, entre guillemets, qui suivent les impératifs notionnels de connaissance, d'apprentissage des élèves. Donc, c'est vrai qu'on est en grande difficulté par rapport à cela. D'autant plus que la situation de la voie professionnelle, et je ne voudrais pas que l'on croive que je stigmatise les choses, mais on a une très forte majorité d'élèves océaniens qui ont peut-être, non pas peut-être une lecture, mais une compréhension des documents qui leur sont apportés, des faits qui leur sont explicités et posés, qui est différente et qui est peut-être plus vive que d'autres élèves. Et la difficulté de nos collègues est de pouvoir, vous le disiez justement, que la difficulté était de partir sur un débat, entre guillemets, improvisé. Mais comment enseigner, enseigner des notions, des repères? Je parle des événements de 84 à 88, je parle de l'accord de Nouméa. Comment enseigner tout ça sans partir justement dans un débat qui s'est improvisé? On doit anticiper les choses, mais les élèves ont des questions aussi. Et vous l'avez dit, l'enseignant, le professeur est un référent. Il est le référent, il est l'expert, entre guillemets, pour l'élève. Et l'élève se sent légitime de lui poser des questions, il se sent légitime d'obtenir des réponses. Donc, on parle de censure aussi, d'autocensure, on a tout autant un devoir de réserve. Et c'est vrai que, comme le disait la collègue dans son courriel, on marche sur des œufs. On marche sur des œufs et on parle de multiperspectivité, on parle de beaucoup de choses, mais dans les faits, c'est vrai que les collègues sont à un instant T confrontés à une classe, à des élèves d'ethnie ou d'ethnie ou de convictions politiques différentes. Et parfois, le factuel ne parvient pas, comment dirais-je, à nourrir leur curiosité. Voilà. Et toute la difficulté, en fait, vous parlez aussi d'échec pédagogique. Le professeur est censé s'interroger quotidiennement sur sa pratique, sur sa démarche, mais c'est vrai que on se retrouve dans un échec lorsque, par exemple, le débat se complexifie et compliqué au sein d'une classe par rapport à des élèves qui ne peuvent plus ou qui ont peur de s'exprimer parce qu'ils ont peur effectivement du regard des autres, ce sont des adolescents, mais parce qu'ils ont peur aussi du regard de leurs camarades de classe qui n'a peut-être pas les mêmes opinions politiques ou qui n'a pas peut-être entendu les mêmes choses. Donc en fait, la voie professionnelle, elle se sent très, très démunie par rapport à ça, par rapport au public qu'elle a, par rapport aux attentes. Par rapport au rôle d'enseignant et particulièrement au rôle d'enseignant d'histoire, géographie et de MC. Donc c'est vrai que la terminale, le programme de terminale est beaucoup touché, donc notamment en EMC et notamment en histoire. Et c'est vrai que là, j'ai des collègues qui s'interrogent comment enseigner le jeu des puissances dans la relation internationale. Est-ce qu'on doit parler des ingérences de la Chine, de l'Azerbaïdjan? Donc c'est vrai que je pose beaucoup de questions et je balance beaucoup de choses, mais parce que on est, comment dirais-je, on a soif de ça et on a soif de trouver des réponses à nos propres questionnements. Merci Priscilla. Alors, je ne sais pas qui peut répondre. Stéphane? Stéphane, Moi, je peux dire des choses. Moi aussi, Moi, je alors peux- vas-y, commence. je peux dire des choses par rapport à la voie professionnelle. Sur la question de ne pas faire un débat à chaud, comment faire un débat, etc., etc. Donc, on est d'accord que le débat, il faut le préparer. Moi, je pense qu'on aurait tout intérêt à débattre davantage en classe et pas seulement en EMC, à aussi débattre dans le cours d'histoire. Le cours d'histoire peut aussi donner lieu à du débat. Mais pour qu'on puisse débattre en histoire, il faut, à mon avis, bien distinguer le temps de l'enseignement et le temps du débat. C'est-à-dire, il y a un temps où on construit des choses, où on pose des choses sur la table, et une fois qu'on a posé ces choses-là, on peut commencer à discuter dessus. Voilà. Donc le temps du débat, il est bien, mais il faut d'abord avoir posé les choses. Et après, une fois qu'on a posé les choses, on peut avoir des interprétations différentes sur ce qu'on a posé. On peut ne pas être d'accord sur la manière dont on comprend, dont on interprète. Mais il faut bien distinguer et pas mélanger. Et on peut pas faire un débat à chaud et on ne peut pas faire un débat sans avoir apporté au préalable du savoir, de la matière pour nourrir le débat.
Après, un autre élément par rapport à tout ce qui a été dit sur la voie professionnelle, je comprends bien les difficultés spécifiques de la voie professionnelle, les difficultés peut-être aussi qui n'ont pas été évoquées du rapport à l'écrit, du passage à l'écrit, etc., qui doivent être relativement compliquées. Je pense qu'il est important au lycée professionnel de se reposer sur l'oral, sur les interactions orales, sur la capacité à échanger. Alors, c'est un peu contradictoire parce que juste après, on nous a dit, alors, parfois les élèves peuvent avoir du mal à prendre la parole parce qu'ils ont peur de l'image qu'ils vont donner d'eux. Si dans un débat, ils expriment une opinion qui n'est pas compatible avec celle que les autres attendraient qu'ils aient, etc., etc., bah, de manière un peu paradoxale, dans le temps de débat, pour permettre à tout le monde de s'exprimer et peut-être contourner cette difficulté, on peut partir d'une première phase du débat où on ne va pas s'exprimer à l'oral, mais on va commencer par coucher par écrit ce qu'on pense. Puisque si on est tout seul par écrit, on va être moins exposé au regard des autres, etc. Et on va peut-être pouvoir être un peu plus sincère. Alors, je ne dis pas qu'il faut recourir forcément à l'anonymat de la production qu'on va faire, parce que souvent les élèves vont profiter de l'anonymat pour écrire n'importe quoi, mais garantir que ce que l'élève va écrire et qui va être à un moment donné partagé avec les autres va rester confidentiel, c'est-à-dire qu'on ne saura jamais qui a dit quoi. On ne saura jamais dire qui a dit quoi, mais à un moment donné, on va dire, ben voilà, dans la classe, il y a quelqu'un qui pense ça, il y a quelqu'un qui pense ça, il y a quelqu'un qui pense ça. Donc ça peut être un moyen de contourner. Priscilla, il y a une phrase que j'aimerais que tu explicites, s'il te plaît. Si j'ai bien noté, tu as dit, le factuel ne parvient pas à nourrir la curiosité, si je me rappelle bien. C'est ça? Non, c'était pas ça? Oui, en fait, à vrai dire, on est enseignant. Oui, oui, c'est ça. En fait, allô, on m'entend? Vous m'entendez? Oui, 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 on entend. Oui, On en fait, entend. ce que je voulais dire, c'est que les élèves nous posent des questions. À ces questions-là, on leur répond par des faits, des chiffres, comment dirais-je, des accords qui ont été signés. On leur répond par des articles, on leur répond par des choses qui sont factuelles, par des documents historiques, des documents juridiques. Les élèves se posent constamment, quotidiennement la question, Madame, qu'est-ce que tu penses, toi? Madame, à ton avis, est-ce que j'ai raison de penser ça? Est-ce qu'ils ont raison de dire ça à la télévision? Donc moi, en tant que personnel, je leur dis d'abord, je ne suis pas là, je ne suis pas en capacité de juger, je ne suis pas là pour juger les politiques, je ne suis pas là pour juger le discours politique, et je ne suis pas là pour vous donner mon avis. Je suis là pour vous présenter les faits et vous aider à réfléchir et à construire vous-même votre avis. Et le souci, c'est que les élèves ont besoin de se raccrocher, de se raccorder, malheureusement, à la vie, à l'opinion de l'adulte. Et c'est en ça que je suis, entre guillemets, à la fin de mes cours sur ma faim, parce que je ne peux pas franchir ce cap-là. Je ne peux pas franchir cette limite-là. Je ne peux pas leur dire ce que je pense, moi. Je ne peux que leur faire une description de la situation. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de censure, on parle d'autocensure, qui, à mon sens, peut-être que je me trompe, vous allez me dire, s'apparente, enfin, c'est le devoir de réserve que l'on nous impose, qui est imposé. Voilà. Alors, Donc, c'est toute la difficulté. Donc, les élèves sortent de mon cours, en fait, ne veulent pas sortir du cours parce qu'ils veulent leur réponse, ils veulent poursuivre, continuer. Et ils ont faim de ça. Et on les laisse sur cette fin-là. Et moi, en tant qu'enseignante, en tant que professeur, je me sens en difficulté de ne pas avoir nourri suffisamment les interrogations de mes élèves. si Parce je que peux, justement, je me mets des barrières. si je peux dire, entre les faits et votre opinion, il y a les gens. Et à mon avis, si on est effectivement que sur des textes ou du factuel pur, effectivement, il y a une frustration. Alors, il y a une part de frustration qui est inévitable de la part des élèves. Ils veulent connaître votre opinion et ils ne la connaîtront pas. C'est comme ça. C'est aussi un apprentissage de l'école. On est dans un cadre, c'est un cadre pré-professionnel pour eux. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans un cadre professionnel. L'enseignant n'est pas leur chose et l'enseignant n'est pas à leurs ordres. Mais par contre, entre la froide présentation des faits et des situations et votre opinion, il y a comprendre, pour eux, c'est aussi comprendre ce que veulent, ce que pensent, ce qui motive les uns et les autres.
Et là-dessus, on peut parler. On peut dire, je ne donne pas mon opinion, mais voilà ce qui fait qu'il y a plusieurs opinions. Voilà ce qui fait qu'il y a débat. Les uns pensent que, les autres pensent que, les troisièmes pensent que, et à mon avis, ça, c'est décodant pour eux. Ils ont du mal à décoder et à décoder ce qui sont les conflits, les débats contemporains, parce qu'ils n'ont pas forcément les motivations des uns et des autres. Et je pense donc qu'il y a une zone intermédiaire entre le froid exposé factuel et aucune opinion, parce que s'ils vous demandent la vôtre, c'est aussi parce qu'ils ont l'idée que c'est ce qui va leur permettre de comprendre. Ils vont avoir une opinion, ils vont être pour, ils vont être contre, et ils vont assimiler comme ça. Mais il y a les enjeux et il y a les motivations des uns et des autres. Et à mon avis, c'est dans cette zone grise que ça se joue. L'histoire ou la géographie, ce sont des gens. À partir du moment où les élèves comprennent, je me souviens dans un autre contexte, quand j'étais alors c'était il y a très longtemps quand j'enseignais à l'université, je leur disais: «Vous pourrez comprendre l'histoire des idées politiques quand vous pourrez prendre des Playmobil et dire, "Bonjour, je suis le libéral, je pense que la société doit être autonome"». «Ah oui, mais moi je suis le démocrate, l'important pour moi c'est l'égalité. Moi je suis le conservateur, je pense que si on n'a pas de tradition, on ne tient pas le coup». Si vous voulez, il faut qu'à un moment donné, l'élève ne notez surtout pas ça, mais que l'élève puisse faire son Playmobil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est essayer de comprendre les enjeux, les motivations des uns et des autres. Et effectivement, là-dedans, de ne pas prendre position. C'est ce fil-là, parce qu'effectivement, il ne faut pas que le fait de ne pas donner son opinion aboutisse à quelque chose de désincarné. Et effectivement, uniquement à une frustration. Par contre, je maintiens qu'il y a une part de frustration de leur part, savoir ce qu'ils pensent parce que vous êtes leur enseignante, donc c'est important, ils veulent vous connaître, ils veulent pouvoir tout savoir de vous, ils veulent pouvoir avoir leur opinion sur tout ce que vous pensez ou faites, d'accord? Mais vous devez aussi En vous protéger. C'est pas seulement, si vous voulez, une ré la le devoir de réserve, c'est pas seulement quelque chose de négatif, c'est aussi quelque chose qui vous protège, qui protège votre parole et qui protège votre légitimité et précisément la confiance spécifique qu'ils vous font. Comme ce sont des ados, ils essayent de saper ce qu'ils vous font confiance et ce dont ils ont besoin. Ce sont des ados et des vrais ados avec une vraie psychologie d'ado. Donc voilà, j'essaye juste de dire, mais j'insiste vraiment sur le fait des gens et de leur motivation. C'est exactement ce comme disait Stéphane tout à l'heure quand il disait, même quand on dit, bah, il pense ça, c'est pas tout à fait exact par rapport à la définition. Maintenant, pourquoi il le pense? Voilà, là, on a quelque chose. Voilà, mais j'ai déjà été trop long, si vous savez. Merci Je voulais peut-être Jérôme. Donc, je crois que Stéphane veut compléter. Oui, je voulais juste parler un peu de l'Azerbaïdjan quand même. Ce serait dommage qu'on ne parle pas de l'Azerbaïdjan ce soir. Alors, personnellement, moi, je ne parlerai pas des ingérences de l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, moi, je me contenterai de parler peut-être de présomption d'ingérence de l'Azerbaïdjan. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de choses qui sont aujourd'hui prouvées. Il n'y a pas de documents qu'on peut opposer pour dire qu'effectivement, l'Azerbaïdjan a fait ci, la Russie a fait ça, etc., etc. En tout cas, moi, ces documents, je ne les ai pas. Et je pense que présomption d'ingérence, c'est possible. Ingérence, ça me paraît peut-être un peu trop tôt. Même si je suis personnellement persuadé qu'il y a eu des ingérences, mais je ne suis pas capable de les quantifier, de les prouver, etc., etc. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques, des interventions? Apparemment, non. Alors, je ne sais pas si dans le fil de discussion, vous avez repéré des questions qui n'auraient pas été posées. Non. Bah, écoutez, on va, je regarde. Ah si, alors, Ah, et il y a une oui, demande de parole. oui, voilà. Je te laisse, Patrice, si tu souhaites intervenir. Oui, merci Isabelle. Je voulais en fait aller au-delà de nos enseignements et
notre capacité à aborder toutes les questions de nos programmes avec nos élèves. C'est-à-dire que l'enjeu, il n'est pas seulement d'aborder l'histoire récente, immédiate ou présente, c'est au-delà de cela, c'est comment nos enseignements, histoire, géographie, EMC, HJSP également, ou lycée d'enseignement général, c'est comment finalement nos enseignements peuvent participer de façon plus active à la construction d'une communauté pédagogique plurielle, parce qu'au bout de cela, c'est la construction d'une société plurielle et du vivre ensemble. Comment en fait nos enseignements aujourd'hui peuvent être la pierre angulaire dans nos écoles, en zone urbaine comme en zone rurale, pour faire vivre pour le vivre ensemble. Voilà. Pour faire société, c'est ce que je cherchais. Pour faire société. Ok. C'est une vaste question. Moi, j'ai une réponse assez rapide à faire, mais qui est peut-être pas celle que attend Patrice. Je suis désolé. Euh, je pense que l'école peut pas se battre toute seule et elle peut pas se battre, et elle peut d'autant moins se battre quand elle est, je vais employer un terme assez fort, en terrain hostile. C'est-à-dire que si dans la société, on ne sent pas le vivre ensemble, et si le vivre ensemble ne va pas bien dans la société, bah forcément, ça a des répercussions à l'école et ça complique nos affaires à l'école, et inversement. Et je crois que depuis 30 ans, avec notamment l'adaptation des programmes, qui a été un pas considérable accompli à la fin des années 1980, l'école a essayé de s'emparer de ça, mais elle ne peut pas le faire toute seule. Elle ne peut pas le faire contre les familles, elle ne peut pas le faire contre la société. Et aujourd'hui, on voit bien que dans la société, il y a des visions de l'histoire qui sont totalement éclatées. Et nous, à l'école, on essaie d'avoir une vision de l'histoire qui est, pour aller vite, on va dire, la vision de l'accord de Nouméa, mais cette vision de l'accord de Nouméa, elle n'est pas partagée par tout le monde. Et donc, finalement, quand on se retrouve en classe face aux élèves, on rame. Alors, je pense qu'on a de la chance parce que dans beaucoup de cas, on a des élèves qui sont respectueux, qui ne vont pas se mettre à donner ouvertement leur avis, à contester l'enseignement, etc., etc. Mais je pense qu'on a beaucoup d'élèves qui se taisent et qui n'en pensent pas moins et qui se disent, ils écoutent le prof et oui, mais ça c'est pas comme on m'a dit à l'école, ou là, je retrouve pas, c'est pas comme on m'a dit à la maison, là, je retrouve pas les discours que j'ai l'habitude d'entendre à la maison. Et donc, on a du mal parce qu'il n'y a pas de cohérence entre dans l'école et à l'extérieur de l'école. Et donc, tant que la société ne fera pas aussi le chemin, nous, on aura aussi du mal à faire le chemin. Oui, ce que disait Philippe Mérieux quand il disait l'école est éducatrice, mais la société est co-éducatrice. Moi, je pense que l'école contribue par ce qu'elle est, par ce qu'elle fait. Elle est à sa place et exactement, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane, l'école ne peut pas tout faire toute seule, mais ce qu'elle fait est important. Je pense que très souvent, on a désespéré les enseignants en assignant à l'école des missions qu'elle ne peut pas remplir seule. Et donc, il faut vraiment avoir l'idée que le travail qui est fait, en fait, depuis que l'école existe, hein, elle essaye de mettre du rationnel et du raisonnable dans un monde qui n'est ni rationnel ni raisonnable. Voilà. Donc, c'est pas étonnant que ça soit difficile, mais c'est sûr que c'est très utile. Et je pense qu'il faut qu'on soit vraiment très calé là-dessus, parce que c'est ce qui permet de ne pas se désespérer quand on voit les limites, effectivement, de la réception. Mais c'est pas parce qu'on règle pas tout qu'on ne sert à rien. Je veux dire, si on voulait faire une expérience scientifique, il faudrait supprimer l'école dans une société et voir ce que ça donne. Et à mon avis, ça serait assez édifiant. Je veux dire, c'est tout le problème de ce qu'on fait. C'est-à-dire que le succès de ce qu'on fait, les trois quarts du temps, on ne le voit pas. Et les échecs, on les voit tout de suite. Je pense que le fait qu'il y ait des endroits où précisément on peut essayer de réfléchir sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, on peut essayer de comprendre tout ça, on peut essayer par l'EMC de construire du vivre ensemble. Le simple fait qu'on essaye, le simple fait de ce travail est à mon avis quelque chose d'énorme. Mais forcément, il a des limites. Et je crois qu'il faut à la fois être conscient de l'utilité, la légitimité fondamentale et des limites pour justement continuer, tenir le coup et ne pas désespérer. Il y a une autre Merci. question, Christiana. Oui. Et puis à peu près Priscilla voulait reparler aussi. Priscilla Rose.
Alors, Monsieur Christian Natch Nass? avait posé la question, avait levé la main avant moi. Oui. Monsieur Nass, vous souhaitez intervenir? Parce que nous n'avons pas de son. Ah, bon. Alors, on Bon, ne vous en entend fait, pas du c'était tout, pour monsieur. répondre à... Vas-y, Priscilla, je te laisse intervenir. En fait, un collègue pose la question du rappel à la laïcité. Donc, à ce niveau-là, je ne sais pas si je peux me permettre, mais sur les sites académiques, dans les onglets Retour à l'école, c'est vrai que des séquences ont été mises à disposition des enseignants. Ça peut être des pistes de réflexion concernant la liberté, la laïcité, l'égalité, la fraternité. Et je rebondis sur les caricatures employées par Monsieur Mainviel, des caricatures concernant les faits. Les faits à dater du 13 mai ont été utilisés également dans une séquence concernant les circuits de l'information, voilà, pour traiter de l'information, de l'actualité. Et donc, ça peut être des pistes pour nos enseignants, pour nos collègues de la voie professionnelle. Oui, merci, Priscilla. Monsieur Nass, est-ce que ça Vous fonctionne m'entendez? désormais? Oui, Vous très bien. m'entendez? Ah oui. Donc, Oui. j'ai entendu les mots aménagement des programmes et adaptation des programmes, mais aussi de la part du directeur de l'INSPE qu'il y avait des soucis d'échelle et que l'Océanie n'était pas prise en compte dans cette adaptation. Alors, je pense qu'il y a un gros travail parce que les programmes ne sont pas adaptés, ils sont juste juxtaposés. Et on enseigne Louis XIV comme on doit l'enseigner à Paris. Et en fait, on n'enseigne pas Louis XIV comme on devrait. Enfin, on ne devrait pas enseigner Louis XIV comme on l'enseigne à Paris. Donc, on a juxtaposé les programmes. Et donc, on n'est pas dans le vivre ensemble, on est dans la superposition d'un programme calédonien stricto sensu, qui ne fait pas une ouverture sur l'Océanie, sur les Tahitiens, les Wallisiens et autres. Donc, ça pose déjà un gros problème. Et en plus, eh bien, on enseigne les mêmes choses avec les mêmes livres. Enfin, les mêmes livres, ça c'est normal parce qu'il y a une édition serait trop limitée pour la Nouvelle-Calédonie. Mais je crois qu'il y a une grosse interrogation à faire sur l'adaptation réelle de nos programmes métropolitains sur la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est une réflexion personnelle. Merci, Monsieur Nass. Concernant les adaptations de programmes et les travaux qui sont menés, et votre réflexion qu'on prend bien sûr en compte. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? D'autres questions? Oui, alors je laisse la parole à Eve Cléman de l'INSPE. Faudrait mettre ton micro, Eve. Le micro est toujours verrouillé, là. Oui, Si on censure donc l'INSPE, ça va pas aller. Eve, on ne parvient pas à t'entendre, le micro est toujours fermé. L'INSPE a déjà trop parlé aujourd'hui. Mais Je, oh non, je- moi je trouve pas. je vais peut-être du coup revenir 2 minutes sur l'ingérence, parce qu'il y a une position, alors non pas du ministère des Affaires étrangères, mais le ministère de l'Intérieur a effectivement parlé d'ingérence pour l'Azerbaïdjan, mais il faut aussi placer ça, parce qu'à ce moment-là, si on entre vers ce point, mais il faut faire attention qu'on est là dans l'actualité, hein, et non pas dans l'histoire ou le MC, il faut montrer aussi les positions géopolitiques de chacun et montrer que cela entre aussi dans le fait que l'Azerbaïdjan reproche à la France son soutien à l'Arménie. Et avec les rappels d'ambassadeurs de part et d'autre, et montrer que c'est un jeu géopolitique, peut-être plus que de l'ingérence en tant que telle sur les points, même si, encore une fois, le ministère de l'Intérieur a officiellement parlé d'ingérence, le MAE, je n'ai pas trouvé de communiqué sur ce point. Merci Florence pour ces précisions. Est-ce qu'on arrive à avoir Eve Cléman pour son intervention? Non, je crois que ça ne fonctionne pas du tout. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de clôturer la formation?
Non, apparemment, il n'y a pas. Ah, alors, Bernard Monange. Alors moi, j'ai une toute petite question pratique. Comment récupérer les deux diaporamas qui sont très riches et qu'il va falloir digérer? Et une deuxième petite question. L'anthropologue Benoît Trépied s'est exprimé très souvent ces derniers temps sur les plateaux de télévision. Avez-vous le sentiment qu'on a un point de vue suffisamment neutre ou est-ce sa parole vous paraît-elle déjà très engagée? Je vais faire une réponse. Donc pour le diaporama, je ne l'ai pas encore envoyé à Isabelle, mais je l'enverrai sans doute dans le week-end. Il est un petit peu lourd parce qu'il y a de la vidéo, donc peut-être ce sera par un lien de téléchargement et pas directement en pièce jointe de mail. Après, Benoît Trépied est un grand spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, mais je pense que Benoît Trépied ne fait pas mystère de la solution qu'il souhaiterait pour la Nouvelle-Calédonie demain, qui est donc, si j'ai bien compris ses propos, une indépendance avec partenariat. Voilà. Alors, est-ce que le fait qu'il ait une opinion précise sur ce que devrait être la Nouvelle-Calédonie demain disqualifie sa parole? Là, je pense que c'est à chacun de se positionner là-dessus. Voilà. Euh, J'essaie, mais c'est pas toujours facile quand je parle de brouiller les pistes. Mais je sais pas si je brouille les pistes. Mais c'est vrai que quand on écoute parler quelqu'un sur la Nouvelle-Calédonie, on se demande toujours, mais est-ce qu'il est indépendantiste ou est-ce qu'il est loyaliste? Il est où? Etc., etc. C'est souvent une question qu'on se pose et souvent, une fois qu'on a la réponse à la question, qu'on a soit la conviction ou qu'on a la preuve que c'est ça le positionnement, ça change souvent notre regard sur la personne et sur ce qu'elle dit. Voilà. C'est peut-être un bien, peut-être un mal, j'en sais rien. Voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas enlever à Benoît Trépied d'être un grand spécialiste de la société calédonienne et de ses évolutions au cours des dernières années. Voilà. Et après, on peut ne pas partager certaines de ses analyses ou certaines de ses conclusions. Merci Stéphane. Donc, concernant les différents documents, les diaporamas seront mis à disposition sur le site académique comme on le fait traditionnellement pour une formation. Donc, ça vous permettra d'avoir les références bibliographiques et les différents éléments qui vous ont été présentés ce soir. Merci à vous et merci aux collègues parce que ça a été très bien dit. Vous êtes irremplaçable. Merci beaucoup en tout cas Merci. pour cette soirée, pour ces échanges. Et bon courage pour la suite. Et je ne doute pas que tout va bien se passer. On va finir sur une incantation. Merci beaucoup vraiment pour vos interventions qui ont été extrêmement riches. Donc, je tiens à remercier très chaleureusement l'inspection générale, vraiment qui m'a soutenue dans ce souhait de faire cette formation et m'a accompagnée tout au long de cette période qui est extrêmement compliquée. Donc, merci beaucoup à tous les trois d'avoir pris du temps ce soir pour préparer cette intervention et puis nous donner énormément de renseignements et autres qui seront progressivement digérés et utilisés en classe par les enseignants. Merci beaucoup à Stéphane Maviel d'avoir pris le temps d'analyser toutes les questions qui sont remontées du terrain et elles ont été extrêmement nombreuses. Des collègues qui, sur le moment, ont réagi très vite, ont envoyé leurs remarques, leurs suggestions, leurs questions, etc., ce qui a permis de nourrir cette intervention. Merci à Monsieur le vice-recteur qui nous a accompagnés également tout au long de la soirée et a ouvert la formation. Un grand merci aux chargés de mission d'histoire-géographie, donc les 4 collègues qui ont été là tout au long de la soirée également pour suivre le fil de discussion et transmettre les informations aux collègues. Et puis, merci à tous les collègues qui sont restés connectés, même bien au-delà de l'horaire qui était prévu. Il y avait des collègues des 3 provinces. Donc, province des îles, province nord et province sud, et des collègues de collège, de lycée et de lycée professionnel. Donc, désormais, des collègues qui pourront diffuser les différentes informations qu'ils ont eues ce soir. Et il me semble intéressant peut-être de poursuivre
éventuellement, un petit peu plus tard dans l'année, de pouvoir faire un point sur comment ont été utilisées les différentes informations qui ont été récoltées ce soir et voir comment c'est mis en œuvre, puisque comme on le disait, ces parties du programme concernant l'histoire récente vont être abordées prochainement en cours, donc voir comment ça se passe avec vos élèves. Et puis, comme le disait Jérôme, vous êtes irremplaçable. Donc là, je le dis aux collègues qui sont sur le terrain. Et c'est vrai qu'on a besoin de vous par rapport à nos disciplines, et tout particulièrement en ce moment, où il faut absolument que l'on soit présent donc, pour l'histoire, la géographie et le MC. Donc, merci beaucoup à tous. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont sur la Nouvelle-Calédonie, une très bonne journée pour ceux qui sont sur la France hexagonale. Et puis, maintenant, on poursuit, bien sûr, pour l'histoire, la géographie et le MC. Merci beaucoup à tous.